Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous dire que j'ai lancé une page de soutien pour le podcast sur le site Tipeee. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, je réalise ce podcast bénévolement depuis maintenant quelques années. Donc si vous appréciez Fragile et que vous voulez me donner un coup de pouce pour poursuivre l'aventure, sachez que votre soutien est très précieux. Ça m'aidera notamment à financer les frais de production et ça me permettra aussi de vous proposer plus sereinement de nouvelles rencontres insulaires. Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré, les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes, un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Rachel. Bonjour Rachel, merci de m'accueillir sur ton bateau. Tu es de nationalité française et britannique, d'origine écossaise et italienne. Je le précise parce que c'est quelque chose d'important pour toi et d'assez structurant dans ton parcours et dans ta vie. Tu vis depuis plus de 4 ans entre Porquerolles et les lieux de tes missions documentaires et humanitaires dont nous reparlerons. Très jeune, tu ressens ce désir d'aider les autres et tu t'engages en tant que bénévole auprès de la Croix-Rouge pour soutenir les sans-abri. Tu as également été citoyenne bénévole dans le camp de réfugiés de Calais en 2016 où tu as participé à des ateliers pour femmes et enfants, des traductions et du soutien juridique notamment. Tu es membre d'Amnesty International où tu crées des outils de sensibilisation et d'éducation et pour qui tu produis des contenus également. Au début de la guerre russo-ukrainienne en 2022, tu as travaillé pour Bibliothèques sans frontières en Pologne, développé et mis en œuvre un programme d'intervention d'urgence pour répondre aux besoins des femmes et des enfants arrivant d'Ukraine. Alors tu as un parcours éclectique. En parallèle de tes engagements au sein d'ONG, tu as travaillé en tant que productrice, programmatrice et coordinatrice dans la production cinématographique et les événements culturels, conférences, expositions, réalisation de livres aussi. Tu découvres Porquerolles en 2020, l'année du confinement, à un moment de ta vie difficile, je crois. À l'invitation d'un proche, tu viens y passer quelques jours pour te ressourcer. Tu n'en es jamais vraiment reparti depuis. Avant de raconter comment tu arrives sur l'île, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, Rachel, ou Rachel d'ailleurs. Tu nous préciseras parce que c'est vrai que ton prénom s'orthographie R-A-E C-H-E-L. Pour commencer, j'ai envie de te demander où tu es née, où tu as grandi et dans quel environnement. Alors, my name is Rachel, pour te répondre, parce qu'en fait, je suis fabriquée en Écosse par une mère écossaise et un père français d'origine italienne. Donc, c'est pour ça que ma mère, d'ailleurs, a écrit mon prénom ainsi, à la base, pour que les Français le prononcent Rachel. Parce qu'ils ont décidé de revenir en France et donc je suis née à Nice, au bord de la mer Méditerranée. Et j'ai grandi quelque temps dans le sud avant de partir ailleurs, en Haute-Loire, dans la Loire notamment. Mmh. Comment tu qualifierais ton enfance ? Dans quel environnement t'as grandi ? Changeant. Mmh. Vous déménagiez beaucoup ? On a beaucoup déménagé en effet. Donc, très jeune, j'ai appris à quitter un endroit plein d'affaires et des gens et recommencer une vie ailleurs. Entre le sud, la Haute-Loire et la Loire, puis ensuite à Lyon. Donc ça a été une enfance... j'ai pas d'autres mots que changeante qui me viennent. Enfin, il y en a plein d'autres, mais... Est-ce que tu saurais dire un petit peu quelles sont les valeurs qui t'ont été transmises par tes parents ? Tu as grandi avec tes 2 parents ou pas ? Ma mère est partie. Donc dès l'âge de 4 ans, j'ai vécu seule, entre guillemets, avec ma mère. Et donc très tôt, j'ai compris que le travail était important. Travailler, gagner de l'argent, pouvoir se loger, payer son logement, à manger. Je crois que j'ai appris un certain coût de la vie durant mon enfance.
Mais à côté de ça, j'ai eu aussi des personnes et des moments merveilleux qui m'ont permis d'embrasser un bout d'enfance. Tu m'as parlé d'une personne qui a beaucoup compté pour toi, qui est ta grand-mère maternelle, qui vivait en Écosse et que tu allais visiter tous les ans, dès l'âge de 5 ans, c'est ça ? Oui. Quel genre de femme c'était ta grand-mère et qu'est-ce qu'elle t'a transmis ? Déjà, un grand merci à ma mère de m'avoir mise dans un avion à l'âge de 5 ans, en faisant confiance aux hôtesses et aux pilotes. Et ce décollage seul vers mon autre terre, en fait, ça a été un moment dont je me souviens très très fort. Un sentiment de liberté, de m'envoler vers autre chose. Et puis alors là, ça a été le début en effet, des voyages chaque année près de ma grand-mère, sur la côte ouest, au sud-ouest de Glasgow, en Écosse. Et ma grand-mère, j'étais le premier petit enfant et la première petite fille. Donc, elle m'a aimée très fort. Je crois que ce qu'elle a retenu pour ses enfants, j'ai la sensation qu'elle me l'a transmis. Tu passais des longues vacances avec elle ? Oui. Ça me paraissait une éternité, peut-être c'était qu'un mois par an, mais à cette époque, quand on est jeune, ça dure longtemps, les grandes vacances. Ça dure longtemps. J'étais dans une toute autre vie que ce qui se passait en France et ça me plaisait énormément. Très jeune, elle m'a initiée à l'art. On allait voir des pièces de Shakespeare en vieil anglais jouées par des Écossais. Je comprenais rien du tout, mais j'adorais ce qui se passait et puis surtout maintenant je mesure combien ces moments et ces graines plantées ont été et sont importantes. Elle m'a appris elle m'a initiée à l'art, à l'histoire, aux plantes aussi, tu m'avais dit, non ? Et aux fleurs. C'était quel genre de femme, ta grand-mère ? Elle avait quel tempérament ? C'était une Anglaise, alors elle était anglaise et donc il y a quand même puis elle aimait bien la reine d'Angleterre et ce qui qualifie la reine d'Angleterre, c'est never explain, never complain. Donc il y a quelque chose comme ça et puis never say, never tell. Donc beaucoup de retenue. Et encore une fois, je pense qu'elle en avait moins avec moi, donc je l'ai connue différemment. Mais je crois qu'elle n'a pas appris à faire beaucoup de câlins, je crois. Elle me parlait souvent de son enfance en guerre, en Angleterre donc, les bombardements, et ça l'a vraiment structurée. Oui, c'est très intéressant parce qu'on va le voir dans ton parcours ensuite, certainement que ça t'a imprégné quand tu étais petite. Est-ce que tu dirais que tu as grandi dans un environnement qui était politisé ou qui permettrait en tout cas d'expliquer ton engagement humanitaire précoce ? Alors tu cites cette grand-mère maternelle, je crois, c'est ça. Ta grand-mère écossaise ou britannique, oui. Qui te parlait de la guerre. Est-ce que tu as eu d'autres lieux ou d'autres personnes qui... L'autre grand-mère, oui. La mère de mon père, italienne, donc c'est une famille qui vient de Naples, du sud de l'Italie, et qui sont venus en France après la guerre. Et pareil, je l'entendais, il y a de ça aussi, je pense, qui a infusé en moi, c'est des souvenirs de, je sais pas, elle nous rationnait le papier toilette, des choses comme ça, en nous expliquant, enfin voilà, elle faisait attention à tout, elle enfermait l'alcool dans un placard à clé. Ouais, il fallait faire attention à tout. Quoi. Donc je crois que toutes ces histoires m'ont vraiment, porté... Ouais. Quand on a un petit peu parlé en amont de cet entretien, tu évoquais aussi des souvenirs plus politiques. En effet, tu me demandais la place de la politique. Après, c'était pas... il n'y a jamais eu de discussion politique à la maison, ou de débat, ou peut-être même... pas tellement beaucoup d'informations d'ailleurs, mais en tout cas, moi je me souviens de la télé allumée des 20h et je me souviens d'une fois où il y avait Jean-Marie Le Pen qui a fait une déclaration et moi j'en ai déduit qu'il voulait expulser tous les étrangers de France et du coup d'un coup je me suis sentie concernée
avec mon passeport britannique et je me souviens avoir pleuré, avoir eu peur et avoir demandé à ma mère mais alors mais qu'est-ce qui va se passer s'il fait ce qu'il dit. Donc j'étais petite et après j'ai compris que malheureusement on serait pas les premiers visés et voilà, et à partir de là je crois que j'ai observé ça en fait, les différences dans la cour de récréation selon nos origines, selon nos couleurs de peau, selon nos conditions et nos vêtements. J'ai continué d'observer ça. Tu évoques aussi, tu m'évoquais aussi ce souvenir en 2002, l'année de naissance de ton petit frère, avec qui vous avez quelques années d'écart, et 2002 qui coïncide avec ces élections présidentielles qui opposent Chirac à Jean-Marie Le Pen pour la première fois. C'est ça. Dont tu te souviens aussi. Très clairement. J'avais pas 18 ans, donc j'étais pas en âge de voter. Et donc c'était en avril 2002. Et mon frère venait au monde. C'était un jour merveilleux. Donc je suis allée l'embrasser, lui souhaiter bienvenue. Et lui souhaiter bienvenue et en lui promettant qu'il grandirait pas dans un pays raciste. Et je suis tout de suite allée manifester ce jour-là, je me souviens. Parmi les valeurs qui t'ont été transmises, il y a, comme tu l'as expliqué, ce sens du travail, une certaine forme de liberté aussi, parce que pour se souvenir à 5 ans de s'être envolée dans les airs pour aller voir ta grand-mère toute seule, c'est quand même quelque chose de... Ta maman, peut-être à cette époque-là, a autorisé ça, en quelque sorte, même si peut-être qu'à d'autres endroits, il y avait une forme d'autonomie et de responsabilité rapide. Tu m'as dit avoir le sentiment de grandir très vite, trop vite peut-être. Pourquoi ? Alors trop, pas assez, ça dépend des jours parce que j'essaie de pas juger et surtout de faire avec. Il y a un moment, de toute façon, cette histoire, elle est comme ça. Mais en effet, très tôt, j'ai compris, comme je disais, qu'il fallait travailler, qu'il fallait aller gagner de l'argent. En tout cas, c'est ce que ma mère m'a toujours expliqué quand elle s'en allait. Et elle travaillait beaucoup. Alors moi, le reste du temps, j'essayais de travailler à ma manière, entre guillemets, quoi. J'essayais d'alléger ce qui pouvait être fait à la maison. Et donc, instinctivement, j'ai pris des responsabilités que personne ne m'a demandé. Hein. On vivait toutes les deux, donc... tu voulais faire ta part, quoi. Je voulais faire ma part, je crois, ouais. J'étais très responsable, j'essayais de faire attention à tout pour que ce soit le plus simple possible à la maison, que ce soit rangé, que ce soit calme, que ce soit, je sais pas. Donc, je crois que c'est là que j'ai appris à m'adapter, voire me suradapter. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir perdu peut-être une certaine forme d'innocence assez vite ? Je crois que je l'ai jamais vraiment connu, donc ça me manque pas tellement. En revanche, j'ai la chance de pouvoir m'accrocher à des émerveillements. Mais il y a quand même eu des voyages, donc l'Écosse et ma grand-mère et des souvenirs d'amis. Parce que ma mère, elle était seule en France, donc la famille, après, elle s'en est construite une autre et ça a été les amis aussi. Et puis mon papa, j'ai pas grandi avec, mais il était pas loin non plus et suffisamment éclairé et inspirant pour me transmettre des petites bulles d'émerveillement et me parler des étoiles qui, elles, étaient toujours là. Justement, quelle est la relation alors que tu avais ou que tu as construit ou reconstruit avec ton papa Je suis passée par plusieurs phases de manque, en fait. Le manque, c'est d'ailleurs ça qui reste et qui est impossible à combler. Mais il y a eu des phases de colère, il y a eu des phases d'incompréhension. Et puis, un jour, une conclusion qui s'est imposée parce que j'étais avec un ami qui venait de perdre son père d'une manière assez tragique. Et on avait sensiblement la même histoire. Et il m'a dit, je t'en supplie, va voir ton père, profite de lui tant qu'il est là. Et je l'ai écouté, simplement. Et l'un et l'autre, chacun à leur manière, ont vraiment fait de leur mieux. Et puis il m'aime
depuis que je suis née. Donc j'ai beaucoup de chance, tout va bien. Donc il n'y a plus besoin de colère. C'est très beau ce que tu dis, Rachel. On y reviendra à ton papa parce que la poésie, je crois, compte beaucoup dans ta vie. Et ton papa, il est aussi un semeur de ça, je crois. Donc on en reparlera. Est-ce que tu sais, enfant ou ado, quel métier tu as envie d'exercer ou pas du tout ? On n'en avait pas parlé de ça. Non, mais tu m'as parlé d'expériences qui te sont revenues après coup, de stages. C'est vrai. Les premiers stages, c'était une école de journalisme et handicap international. Ouais, c'est quand même pas neutre. C'était quoi, des stages de 3e Ouais. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, c'est ça. Donc... C'était des stages d'observation d'une semaine. C'était pas grand. Mais en tout cas, c'est vrai que du coup, ça voulait dire que j'ai eu envie de ça. Toutes les années après, j'ai pas du tout œuvré à ça. Je crois que je me suis jamais autorisée à... Enfin, où j'ai mis du temps. Oui, tu as mis du temps. Mais alors, c'est intéressant. Tu dis que tu t'es pas forcément consacrée à ça ensuite. Est-ce que du coup, tu pourrais nous dire un petit peu comment se sont passées tes études ? Oui, j'ai eu un peu de mal avec l'école. Je crois que j'y ai pas trouvé ma place et j'ai pas eu... j'ai jamais osé... en tout cas, j'ai cette impression, peut-être que j'exagère, on exagère parfois, mais que j'ai jamais osé apprendre, en fait, tout simplement. Apprendre à se tromper, savoir que c'est chouette de se tromper et nécessaire. Et du coup, j'étais pas... j'aimais pas trop ça, quoi. Du coup, ça n'a pas duré longtemps. Je suis allée en 3e, et puis après... la fin de la 3e, ça s'est pas bien passé non plus. Je crois que j'ai pas eu mon brevet des collèges, et ensuite j'ai fait un BEP vente un peu par dépit en 3e. Enfin, les élèves, c'est très clair, quand on travaille bien, on va en général et puis on essaie de pousser les jeunes, et puis sinon c'est la filière professionnelle. Donc j'ai pas connu les années lycée, du coup j'ai fait un BEP vente et je travaillais du coup à moitié, je faisais des stages et tout, donc ça j'aimais bien parce que je travaillais déjà un petit peu les week-ends, les vacances à l'époque, malgré ce jeune âge, et du coup ça m'allait. Moi, la vie active, j'étais déjà un petit peu dedans, les adultes, les grands, les problèmes, ça va. Je travaillais, j'ai fini ce BEP, puis très vite j'ai travaillé à plein temps Et très jeune, mais parce que tu le mentionnes pas, tu es animée par cette envie d'aider les autres, de te rendre utile auprès des personnes sans abri, notamment. À quel âge et comment ça se manifeste ? Eh ben c'était les années collège où quelquefois je préférais sécher les cours et aller dans un parc à côté ou sur des bancs dans des endroits où il y avait des SDF qui étaient donc soit vers chez moi, soit à côté de l'école, que je voyais tous les jours, qu'on voyait que j'allais passer du temps avec eux, soit si j'avais des choses à manger, je partageais, ou des clopes à fumer, ça marchait bien. T'avais quoi ? Même des moments de T'avais 13-14 ans ? À peu près. Ouais, dire 15. 15, ouais. Mais c'est très jeune quand même. Je ne sais pas. Pourquoi cet élan si précoce vers les personnes sans abri, ce besoin d'aider ? Est-ce qu'avec le recul, tu saurais l'expliquer ? Déjà, d'être attentif aux autres. Quand on parlait de liberté, j'aime bien cette phrase de Simone de Beauvoir, c'est se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Et donc, il y a ça, c'est-à-dire pourquoi moi, j'ai une maison, j'ai un toit et les autres, ils sont là, et compris vite qu'on pouvait dégringoler là assez facilement. Même en écoutant les histoires, en fait, de ces gars avec qui je passais du temps, c'est sensiblement toujours la même histoire. C'est une perte de travail, puis ensuite une séparation, un divorce, des amis à droite, à gauche, puis plus rien, et la rue. C'est toujours les mêmes histoires à l'heure d'aujourd'hui, et depuis toujours. Et c'est des ruptures dans la vie des gens qui peuvent être très rapides, radicales, et qui peuvent toucher tout le monde. Ouais. Tu m'as dit aussi, j'ai réalisé très tôt qu'un toit, c'était pas un dû. Ouais. Il y a ce truc-là, de par exemple, de cours d'école, quand j'observais les autres et tout, c'est les enfants qui ont une maison de famille,
maison de campagne où aller pendant les vacances ou pendant les week-ends ou même dans laquelle ils vivent, en fait, tout le monde n'a pas ça. Et le fait de ne pas avoir ce refuge, ce repère, et c'est merveilleux et c'est précieux et qu'il faut chérir ça. Mais quand il n'y a pas ça, c'est pas la même histoire. Ouais. Du coup, la maison, c'est autre chose, le chez-soi, c'est autre chose, et la sécurité est différente. Bon, on y reviendra parce que c'est assez passionnant et je pense que tu as un regard particulièrement éclairé par ton parcours de ce point de vue-là. Tu grandis en partie à Lyon. Très vite, tu travailles, on l'a dit, en tant qu'hôtesse d'accueil dès 15 ans, puis dans le milieu de la restauration notamment. Quelles sont tes premières expériences professionnelles et qu'est-ce que tu en retires ? Je citerai que la restauration parce que du coup, c'est celui-ci que j'ai le plus fait et le plus aimé. Qu'est-ce que tu as appris dans ce milieu de la restauration ? Tellement parce que j'ai travaillé avec des gens formidables à Lyon puis à Paris d'ailleurs et c'était des chouettes restaurants où on prend soin et des produits qu'on achète et de comment on va les transformer et de qu'est-ce qu'on va proposer et de comment on accueille les gens. Donc, et puis apprendre la gastronomie à Lyon, c'est quand même le berceau. Une vraie chance. Donc j'ai appris à bien manger, j'ai appris à découvrir plein de goûts, j'ai appris un monde de chefs, très masculin quand j'y pense quand même. Moi, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup les écouter, j'aime beaucoup essayer d'aider. Et la restauration, pour ça, c'est merveilleux. Le challenge de là, les régaler pendant 1h30, qu'ils s'en aillent avec le sourire et qu'ils soient bien, c'est chouette. À 20 ans, tu quittes Lyon pour Paris. Qu'est-ce qui t'encourage à partir vivre à Paris ? Je crois un rêve, ou un étonnement, quelque chose de très fort que j'ai ressenti lors d'un premier séjour parisien depuis Montmartre, à regarder la ville et à sentir très clairement qu'il fallait que je vienne ici, que j'aurais des choses à y faire et des merveilles à rencontrer. C'est ce que j'ai fait. Et puis alors à cette époque-là, je faisais un petit peu de cours, je prenais des cours de théâtre à Lyon et donc là à Paris, j'avais l'opportunité d'aller au cours Florent, donc t'intègres les cours Florent ? Total rêve parisien. Je pourrais pas dire que j'intègre parce qu'en fait, j'y suis restée que 3 jours, je crois. Je sais plus exactement pour quelle raison je suis partie, mais... Tu te sentais pas à ta place ? Non, pas tellement. J'ai peut-être eu peur, tout simplement. Je suis partie et puis... j'ai refait des cours de théâtre après avec une chouette femme et puis j'ai toujours une relation avec le théâtre dans ma vie. Mais je me suis consacrée, je suis revenue à mes premiers amours et j'ai travaillé dans un restaurant et c'était merveilleux. Donc tu reprends une activité donc dans un restaurant. À l'époque, tu vis dans une chambre de bonne à Paris. Tu poursuis aussi ton engagement à la Croix-Rouge à travers des maraudes de nuit, de l'accueil de jour aussi notamment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui t'accompagne depuis tes 15 ans quoi. Tu rentres à la Croix-Rouge très jeune. D'ailleurs, tu m'as dit que au début, ils freinaient un peu pour t'accueillir et que finalement, tu étais tellement motivée qu'ils ont cédé. C'est toujours présent. Voilà, même quand tu travailles en restauration, tu trouves ce temps-là pour continuer à t'investir auprès des personnes sans abri. Pourquoi tu quittes à un moment donné le milieu de la restauration ? Je crois une envie de m'en remplir la tête autrement, on va dire. Ouais. Non, je sentais qu'il me fallait d'autres choses. J'avais vraiment envie, c'est ça. T'avais besoin d'être intellectuellement. Nourrir véritablement d'autres choses, ouais. Donc c'est là que tu intègres en fait l'agence CAPA, qui est une agence de presse et société de production, comme hôtesse d'accueil au début, dont tu m'as dit que c'était un super poste d'observation. Et tu gravis les échelons de l'élaboration des revues de presse à la rédaction, en passant par la production. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et les projets sur lesquels tu as travaillé au sein de cette agence ? Parce que là, tu changes complètement de domaine. Hôtesse d'accueil, ça va, je savais faire, accueillir les gens, dire bonjour, etc. Oui, mais tu choisis le secteur quand même.
Mais je savais que cette agence d'hôtesse d'accueil vers qui je m'étais tournée en quittant dans la restauration avait un contrat avec une agence de presse et je savais que c'était là qu'il fallait aller parce que, enfin, je sais pas, au moins il y aurait des journaux qui traînent, des choses. Et en effet, ça m'a donné, c'est ça, la possibilité de lire la presse et les journaux tous les jours. Et puis en arrivant au poste du Standard, ça a été fabuleux comme poste d'observation. Moi, je connaissais rien. J'avais même jamais travaillé sur un ordinateur, en fait. C'était un autre monde. Là, c'était la télé. On fabriquait des reportages, des films. Cette agence est créée par Hervé Chabalier. M'a fait rencontrer plein de gens merveilleux. Des collègues qui m'ont appris le métier, comment on produisait des reportages, comment on enquêtait, comment on développait les relations avec les diffuseurs aussi, comment on fait les versions anglaises, où est-ce qu'on diffuse les films. D'hôtesse d'accueil tu vois, tu m'as dit que voilà, tu avais fait de la production. Assistant de production, après assistant de mais donc il y a un moment donné, tu as témoigné, tu as manifesté une curiosité, une envie d'avancer aussi. Ça s'est pas fait comme ça. Tout le monde ne passe pas d'hôtesse d'accueil à la rédaction et à la production. Je suis curieuse alors. Alors voilà, tout est possible. Sur quel projet tu as travaillé au sein de cette agence ? On travaillait sur plein de choses. Il y avait l'effet papillon, une émission sur Canal+. Qui était très chouette, et puis des documentaires unitaires pour France Télé, pour Arte, pour Canal+. Et c'est un milieu dans lequel tu te sens bien ou pas ? En tout cas, je m'y ai fait des amis très chers. Ouais. Tu resteras combien de temps dans cette agence ? Je crois que c'est 4 ans, il me semble. 4 ans. Ouais. Début des années 2010, en 2012 je crois plus précisément, tu intègres l'agence de production Première Ligne qui produit notamment le très populaire magazine de France 2, Cache Investigation. C'est une agence dans laquelle tu vas travailler pendant 3 ans. Quels sont les sujets sur lesquels tu as travaillé au sein de cette agence Première Ligne qui t'ont particulièrement marqué ? Alors, des sujets et des gens, parce qu'on était quelques anciens de l'agence CAPA, donc... Certains on se connaissait déjà et puis voilà, c'est des nouvelles rencontres, des nouveaux réalisateurs, d'autres manières de travailler aussi. Cache Investigation, c'était un tournant dans le magazine d'investigation à la télévision et on faisait aussi des unitaires pour Arte, pour Canal+. Moi je me souviens toute cette période, c'était l'époque des printemps arabes, de la Syrie. Des otages en Syrie. On a fait des films sur le Bahreïn aussi. Dans beaucoup d'endroits du monde où il y a la guerre, où il est question d'exil forcé, de déplacement forcé, de réfugiés. C'était aussi toutes ces années 2014, les drames en Méditerranée. Donc voilà. Pour toi, c'est une ouverture à un moment donné à des problématiques internationales, à une sensibilisation aux droits humains. Peut-être, on sent toute jeune ton attachement pour ces populations en souffrance près de chez toi, mais là, ça t'ouvre à un univers plus vaste. Ouais, ça avait déjà commencé avant à CAPA, mais c'est vrai que là, du coup, j'étais plus en mesure de pouvoir faire plus, à savoir de la sensibilisation à travers toutes les choses et les outils, notamment pour Amnesty. On a fait beaucoup à cette époque-là avec Première Ligne, de mise à disposition de films, d'organiser des projections, des rencontres, des supports pédagogiques pour que les antennes et les bénévoles partout en France puissent s'en emparer et que en fait, les films qu'on fait puissent et les histoires racontées puissent être entendues un petit peu partout. Donc c'était ça le gros de mon travail, on va dire là-bas.
Pardon pour la transition qui sera peut-être pas forcément heureuse, mais j'aimerais juste faire une petite incise qui me permet d'introduire un peu l'amour dans tout ça, dont on n'a pas beaucoup parlé. Parmi les événements aussi, alors qui ont marqué le monde, mais qui vont te marquer à titre un peu plus personnel, il y a cet accident terrible nucléaire de Fukushima. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ? Pourquoi ça m'a marqué ? Moi, ça m'a marqué parce que je m'étais coupée de tout tous ces jours-là et même le jour de la catastrophe, j'étais en train de faire une retraite dans le Vercors, coupée de tout ce qui peut se passer dans le monde et juste après ça, je suis revenue à l'agence et là, je comprends la catastrophe qu'il y a eu. Je comprends que c'est très grave et puis je comprends aussi que mes amoureux, c'est-à-dire que je terminais une histoire avec quelqu'un et j'en commençais une autre avec un autre, que les deux avaient été envoyés à Fukushima en même temps. Voilà, donc cette date me marque particulièrement en effet. Est-ce que l'histoire se termine bien pour eux ou pas ? Oui. Pour tous les deux. Et je crois qu'ils vont bien. Alors je veux pas donner l'impression aux auditeurs de tomber dans le sensationnalisme, mais il se trouve que l'agence Première Ligne est installée dans le même immeuble et au même étage que les anciens locaux de Charlie Hebdo, qui a vécu la première attaque des frères Kouachi. L'événement est un traumatisme pour les équipes. Rachel, si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous raconter la façon dont tu as vécu ces événements ? Alors l'événement est un traumatisme pour les proches des victimes, pour les amis, pour la France entière. Pour la France entière. Et puis ça a marqué un tournant et dans beaucoup de choses et ça a eu bien sûr des répercussions mondiales et des résonances mondiales. Donc ce jour-là, c'est un jour particulier, rue Nicolas Appert. En effet, c'est quelques minutes de massacre ont changé beaucoup de choses. Et dans cet immeuble, donc, en effet, Charlie était venu s'installer. La rédaction de Charlie Hebdo était venue dans les locaux s'installer 6 mois avant, donc on les croisait dans le couloir. Et donc nous, on était sur le même palier, l'agence Première Ligne. Mais il y avait aussi dans cet immeuble des couturières dans les étages en dessous. On n'en a pas beaucoup parlé d'elles, mais elles étaient aussi dans les parages. Et moi, j'étais pas là pendant l'attaque. Et une fois que j'ai rejoint les amis et les équipes qui avaient été présents et qui étaient réfugiés sur le toit de l'agence, toute l'équipe de Première Ligne a pu être épargnée physiquement. Et moi, une fois que je les avais retrouvés, tout allait très vite. Il y avait surtout beaucoup de bruit, beaucoup d'attention, beaucoup de journalistes, beaucoup de télé. Il y avait aussi cette vidéo qui avait été faite par un collaborateur. Et, de l'agence. Ouais. Une vidéo qui a beaucoup tourné. Une vidéo qui a beaucoup tourné et qui était beaucoup demandée par la presse internationale, etc. Donc en fait, moi, quand je suis arrivée, j'ai essayé d'aider comme je pouvais. On a été accueillis, toute la rédaction a été accueillie après, les jours suivants, dans les locaux de France 2. Donc on est quelques-uns on a récupéré quelques affaires et puis on a été là-bas pendant quelques jours. Et puis là, il y avait la vie qui continue, en fait. Et puis surtout, en fait... Enfin, la vie qui continue. Non. On comprend l'émotion et puis je pense que tout le monde se souvient extrêmement bien des jours qui ont suivi. C'était ces jours. Ce grand rassemblement qui suit. Puis avant le rassemblement, il y avait cette course où ils s'étaient échappés. Oui. Jusqu'à l'hypercachère. Donc c'était en fait, une tension. Je sais qu'on ne dormait plus jamais. C'était la radio allumée tout le temps, la télé allumée tout le temps. Et on suivait tout ça, en plus d'essayer de gérer, l'équipe.
et l'aide nécessaire pour ceux qui avaient vécu et vu l'horreur. Donc il y a eu des cellules de psy qui ont été mises en place avec le professeur Bobet et reprendre le travail après. Et après, on reprend le travail. Parce qu'en plus, il y avait ce message fort de cet attentat, de tuer des choses parce qu'on ne pourrait pas les dire. Et en tant que rédaction et agence de presse, on n'était pas d'accord avec ça. Donc c'était aussi une façon de dire on continue notre travail. C'était aussi une façon de dire on continue. La différence, là, dans la rédaction de première ligne, c'est que là, les faits, ils sont venus juste à côté, quoi. En France, souvent, dans les reportages de guerre, etc., on se déplace, on va sur place, on décide d'aller dans ce pays ou d'envoyer des équipes dans ce pays pour raconter. Là, il a fallu raconter ce qui se passait à côté. Ce qui se passait à côté était extrêmement grave et important. Tu décides de quitter Première Ligne 1 an après les attentats de Charlie Hebdo. On est fin 2015. Comment tu te sens à cette période ? À quoi tu aspires ? Tu m'as dit que tu voyais le visage de la France changer. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ce que tu ressens à cette période ? Je vois... Après, parce qu'autour des bureaux, il y avait des snipers. Enfin, c'était un truc un peu particulier. Puis très vite, de toute façon, dans la rue, on est passé en plan Vigipirate, toute la France. On a fermé les frontières. On les a d'ailleurs jamais réouvertes depuis. Et on est resté dans cette situation d'urgence qui devait être temporaire. D'un coup, la sécurité a pris beaucoup de place et quand il y a les militaires dans la rue, c'est le moment où ça va pas bien dans un pays. En tout cas, moi, ça me rassure pas. Tu te souviens, tu m'as dit te souvenir d'une phrase de ta grand-mère. La peur de l'autre, c'est un peu le début de la guerre. Voilà, c'est ça. Là, on a passé un cran dans justement dans la peur de l'autre. Encore plus s'il est un peu différent. Et pourtant, l'autre, il vient de chez nous, quoi. Donc, ça m'a vachement marqué à ce moment-là parce qu'il y avait donc ces actes terroristes, des extrémismes qui se développaient dans le monde, et puis et à la fois des guerres et des exils, beaucoup, et la Syrie. Donc beaucoup d'arrivées de réfugiés en Europe, et j'ai eu l'impression que qu'il y avait deux vitesses, quoi, que la peur de l'autre, en tout cas la peur de l'autre, n'allait pas aider à l'accueil de ceux qui cherchaient refuge chez nous. Et oui, parce que ton engagement derrière, il prend tout son sens. Tu pars t'engager, donc on est début 2016, fin 2015, début 2016, tu pars à Calais, dans la jungle de Calais. À 2 heures de Paris et sur les côtes françaises, c'est créé le plus grand bidonville de France. Je crois qu'il y avait plus de 10 000 personnes au pic. Des hommes, des femmes, des enfants qui fuyaient l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, et qui venaient s'échouer chez nous dans ce bidonville où insalubre, bien sûr. Une espèce de confusion aussi en allant là-bas. Je suis allée là-bas pour d'abord pour voir ce qui se passait, et puis discuter avec les gens ceux qui vivaient dans la jungle et ceux qui vivaient aussi à Calais, les Calaisiens, qu'est-ce qu'ils en pensaient, comment ils vivent ça. Et c'est là que j'ai aussi vraiment mesuré la confusion, parce que pour certains, c'était cette jungle, ces gens, c'était un danger. C'était des Daeshiens. Je me souviens que quelqu'un m'a dit ce terme, quoi. Qu'il y avait cette peur de l'autre. À partir du moment où c'était des étrangers, c'était forcément des méchants et potentiellement des terroristes. Donc là,
là, j'ai compris que qu'il y avait une vraie fracture. Une vraie fracture. Ouais. Tu y vas dans quel cadre avec une ONG? Non, dans le cadre à titre dans personnel, le cadre de citoyenne, je sais pas. Ah, mais il fallait que j'y aille. Ouais, tu vas toute seule. Oui. Enfin, toute seule avec l'aide on a fait des dons avec des camarades de l'agence et d'autres amis et on a récolté pas mal de choses et puis en effet après je m'y rends toute seule et du coup je rencontre plein de gens et beaucoup de volontaires. Calais et toutes ces côtes-là, c'est avant tout de l'engagement citoyen. C'est-à-dire sur le terrain, c'est des hommes, des femmes, même qui viennent des UK, d'Angleterre, pour aider. Et donc, du coup, je me rapproche de ces volontaires. J'aide et je travaille auprès des enfants et des femmes. Il s'agit vraiment d'offrir simplement quelques minutes d'aide. Après, c'est vrai, moi, je me suis du coup, à cette époque-là, je me suis formée avec Amnesty International sur l'accompagnement des réfugiés pour pouvoir faire plus, pour essayer de répondre aux urgences, aux demandes, aux besoins des gens, etc. Donc, c'est un tissu humanitaire qui sauve la majorité, tissu humanitaire, tissu humain et citoyen engagé qui sauve... et qui aide tous ces gens en priorité. Tu restes combien de temps là-bas ? Je fais des allers-retours durant cette année 2016. Entre Paris et Calais. Ouais. En 2018, tu prends la gérance d'une société de production, une aventure qui va durer 5 ans jusqu'en 2023. Sur quel type de projet tu travailles au sein de cette société de production ? C'est une société de production qui a été fondée en 2013 par une journaliste réalisatrice qui travaille un petit peu partout dans le monde et qui a un attachement pour la Syrie notamment. Et du coup, je l'accompagne et on coproduit des reportages ensemble pour Arte, principalement sur, je dirais, j'ai toujours question un peu de droits humains, de guerre, de conséquences de la guerre. En Irak notamment, en Turquie, dans les eaux gréco-turques, pour parler des refoulements en mer, des questions d'exil et des questions de refoulement européen, notamment. Je vais te poser une question un petit peu personnelle, Rachel, mais est-ce que toutes ces expériences en agence de production, société de production, on sent que tu as une vraie curiosité et une soif de compréhension du monde, tu as un vrai parcours autodidacte très fort. Est-ce que toutes ces expériences que tu as pu avoir t'ont permis de te défaire de ce sentiment un petit peu d'illégitimité que tu pouvais avoir? Tu m'as partagé le fait de pas toujours avoir assumé, par exemple, de pas avoir fait de longues études, de pas avoir fait des études de journalisme, et pourtant c'est tout comme, je veux dire, tes expériences, elles témoignent de ça aussi. Et parfois, on n'a pas besoin d'avoir sur son CV le diplôme qui va bien pour... Non, mais en fait, je pense à des jeunes, tu vois, qui n'ont pas forcément le bagage, la formation et toutes les cases qui sont cochées. Est-ce que tu as un message peut-être à leur transmettre ? De se défaire de ce truc où nous, on n'aurait pas le droit. C'est une affaire de classe sociale et quand on vient de là, on peut pas aller là ou quelque chose comme ça. Sur la question d'imposture, là aujourd'hui on met tous ces événements bout à bout, alors du coup j'y pense rarement en ces termes et avec cette chronologie, mais du coup là dit comme ça, en fait je trouve ça chouette. Je me dis que je suis très heureuse d'avoir fait. Je fais plein de trucs et ça me plaît. Je sais pas si on se débarrasse de ces complexes. Si, forcément, avec le temps, on lâche des trucs, on s'encombre moins de choses. Donc, avec le temps, il y a des choses qui passent et qui s'allègent.
s'il y a un message à retenir ou à faire passer, c'est juste de faire, en fait. L'important, c'est vraiment de n'importe quoi, mais juste être dans l'action, créer, écrire, composer, marcher, oser, prendre des jobs, en arrêter, en recommencer d'autres. Tout ça, c'est pas grave. On apprend partout et ça nous sert tout le temps. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris. Et en fait, c'est hyper précieux. On y arrive, 2020, année du confinement. Tu vis de façon concomitante des événements personnels douloureux, la fin d'une histoire amoureuse notamment, et puis cette atmosphère générale dont on a parlé, qui perdure depuis 2015 et qui te pèse. Un proche te propose de venir passer quelques jours sur son bateau à Porquerolles pour te ressourcer. On est à la fin du premier confinement, un peu avant l'été 2020, en juin à peu près, c'est ça ? Est-ce que tu te souviens de tes premières impressions, sensations, quand tu arrives sur l'île ? Qu'est-ce qui t'a marqué en arrivant ? Alors elles sont toutes écrites dans un journal, dans le journal 2020 qui s'appelait « Traversée en solitaire sur un bateau à quai ». Ouais. Ça a été ça, cette année-là. La chance de j'allais dire de m'échouer ici, c'est un peu fort comme terme, mais je sais qu'on l'utilise quand on voit débarquer des gens parfois. Et je sais pas, parce que tout était fou cette année-là. C'était le Covid, et donc on vivait quelque chose de particulier. Il y a un cran supérieur dans la peur de l'autre qu'on évoquait tout à l'heure. Là, c'était de tous les autres, là. De tous les autres, et même les tiens. Je me souviens de émerveillement, de l'étonnement déjà de monter sur la navette, de quitter la terre et de savoir rien du tout et d'avoir un sac à dos. Mais en tout cas, j'allais sur une jolie île et que j'allais pouvoir être sur un bateau. Donc ça a été le début d'une série d'étonnement beaucoup. Mais on sent que tu arrives dans un état peut-être émotionnel difficile, avec pas mal de tristesse, donc à la fois de la tristesse et mêlée à une forme d'émerveillement. Tu m'as dit que tu n'en revenais pas d'être seule sur un bateau, que c'était un émerveillement quotidien et permanent. Est-ce que ce serait juste de dire que tu t'es sentie accueillie par l'île, un petit peu comme une autorisation à te déposer à ce moment-là comme tu étais, dans l'état de vulnérabilité dans lequel tu étais ? Est-ce que si c'est le cas, qu'est-ce qui permet ça selon toi ici ? Je crois qu'en effet, il y a eu quelque chose de magnétique avec l'île, quoi. Voilà, quand le cœur est lourd et quand on sait plus rien, je savais pas tellement à quoi m'en remettre, et de toute façon, j'avais pas d'autre choix que me remettre à la nature, à savoir rien que pour la vie sur le bateau déjà. Je dormais sur l'eau, je flottais, donc il y avait quelque chose de différent dans chacune de mes cellules, et ça m'a peut-être d'ailleurs aidé à pouvoir continuer à flotter, en fait, le fait d'être ici. Quand on a préparé un petit peu cet entretien, tu m'as dit « Pleurer dans la mer, c'est quand même pas la même histoire. C'est pas grave de flotter, de toute façon, je suis sur un bateau. Flotter littéralement m'a permis de trouver mon équilibre. » C'est ça, hein. Oui, parce que ça me faisait bizarre au début quand même ça faisait quelques années que je vivais dans des appartements, dans des villes, dans tout à fait autre chose. Donc là, le fait de... C'était pas parce que je suis un peu restée du coup. Ouais. J'étais bien. Cette nature m'a happée. Et de dormir sur l'eau, ça donne ça chamboule un petit peu ça a chamboulé un petit peu mon centre, je crois. Et ça m'a aidé à le trouver. En effet. Est-ce qu'avec le recul, tu as le sentiment que l'île
Alors c'est un petit peu bateau, excuse-moi, d'ailleurs j'ai pas pensé du tout à l'image, mais de dire ça, mais que l'île t'a en quelque sorte consolée, guérie, est-ce qu'elle t'a apaisée? Oui. Oui, et puis, comme tu le rappelais tout à l'heure, pleurer dans la mer, c'est pas la même chose. L'île m'a consolée, la rencontre avec les gens m'ont consolée, la vie de bateau m'a consolée, ce tournant que tout ce petit caillou a permis m'a profondément consolée et me rend même très heureuse, et c'est pour ça que j'aime revenir ici. Ça a changé ma manière de vivre, parce que vivre sur un bateau, c'est un autre inconfort, une autre organisation. On est plus attentif à plein de choses et aux gestions d'humidité notamment. On se désencombre aussi, on y reviendra. Et on se désencombre. C'est ça. Alors, d'un point de vue quand même pratique, une jeune femme seule sur un bateau, qu'est-ce que ça provoque comme réaction? Est-ce que tu as ressenti parfois une certaine forme de jugement de la part des gens d'ici? Enfin, t'arrives, faut s'imaginer, on est à la fin du premier confinement, juste avant cet été d'enfer un peu sur l'île, mais peut-être qu'on en reparlera un petit peu parce qu'il y a eu ce contraste entre une période complètement bénie et un moment où toutes les vannes se sont ouvertes et tout le monde se souvient de cet été 2020 qui était assez difficile en termes de fréquentation. Mais voilà, toi t'arrives, tu connais personne. Voilà, quelle réaction ça a pu susciter? De quoi tu te souviens? Ma foi. Moi, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Ouais. Le fait d'appartenir à... Le fait de ne pas venir d'ici, le fait du coup, de facto, de n'appartenir à aucun clan, aucune famille, aucune histoire, ça m'a donné une véritable liberté. C'est une chance. Ici, ça me donne l'occasion de parler assez librement à presque tout le monde. Et après, je pense que tu as un naturel aussi qui permet ça. Tout le monde n'a pas ta sociabilité, ton inclination à aller vers les autres. J'aime bien les écouter. Je suis curieuse. On y reviendra sur la façon dont tu t'es intégrée et comment, par quel biais. Il y a peut-être des lieux aussi qui favorisent ça. Moi, c'est plus, est-ce que tu as ressenti à un moment donné à ton endroit? Une femme seule quand même sur l'île, ça pose toujours une question. T'arrives sur un bateau, enfin je vais être un peu directe peut-être. Est-ce que tu as eu des remarques, des propositions déplacées? Voilà, des choses peut-être pas très agréables. Je voudrais répondre pour toutes les femmes, surtout, parce qu'il y en a d'autres sur des bateaux et d'autres voilà, sur l'île. Mais je voudrais pas y accorder beaucoup d'importance, et surtout, j'ai rien vécu de difficile à cet endroit-là. Après, j'ai la chance aussi d'être familière un petit peu avec... parce que je suis née dans le sud quand même, je connais le Var aussi depuis mon enfance, donc je suis assez familière avec certains comportements. Certains comportements, et donc j'essaye d'accorder de l'importance là où c'est un peu plus joli, mais... Bon, je vais tourner ma question différemment. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de machisme sur l'île qu'ailleurs? Est-ce que tu as pu observer, je sais pas, alors le terme est à la mode, mais une certaine forme de patriarcat? Et si oui, qui se manifesterait comment? Je parlerai pas que de l'île, hein. Non, c'est partout en fait, sur tout notre territoire et et en Europe et partout dans le monde. On connaît la particularité du Sud. Je sais pas, j'ai du sang italien dans mes veines, alors le machisme, j'en ai entendu parler, ouais. Ou c'est c'est d'autres temps en fait. En tout cas, ça représente des structures qui tiennent depuis longtemps, trop longtemps, et qui, en fait, malheureusement, permettent le pire, en fait. Elles
elles sont pas égales, c'est pas équilibré. Mais toi, par exemple, sur ton bateau, tu t'es toujours sentie en sécurité? Au début, je mettais des pièges. C'est vrai. C'est vrai. J'avais la trouille un peu. Oui, parce que j'ai toujours vécu en ville, et du coup, on ferme notre appartement, donc là, c'est d'autres ports. Mais j'ai compris très vite que... Tu craignais rien de ce point de vue-là. Que je craignais rien. Et je crois qu'en tant que femme seule, même quand on s'endort dans le train, on s'endormira pas pareil. Il y a un truc comme ça aussi, malheureusement, en tant que femme, où que nous soyons. Quel regard tu portes sur la place des femmes sur cette île? C'est les plus belles. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est aussi beaucoup de femmes qui ont été mes belles rencontres ici, sur l'île, qui m'ont soit qui m'inspirent, avec qui on partage... Quand on décide de passer un peu plus de temps ici et à toutes les saisons, on a forcément une vision de la vie, en tout cas tournée vers la nature, et partager des moments avec les amis qui aiment mettre leurs mains dans la terre et regarder la lune. Ça fait que c'est en tout cas pour moi, c'est des amitiés très, très précieuses, et maintenant, et des repères importants. Les femmes ont fait tellement pour cette île, je pense aux enfants, mais je pense aux femmes chefs d'entreprise qu'il y a ici, je pense aux femmes qui s'occupent du nettoyage de la plage. Il y a des femmes fortes sur l'île. Il y a plein de femmes fortes sur l'île, ouais. Fortes et très belles. Et qui du coup détournent un peu cet a priori du sud où les hommes auraient toute la place, peut-être. En tout cas, sur cette île, c'est vrai que les femmes ont vraiment une place particulière. Peut-être qu'on les voit moins en arrivant, en fait. Elles sont plus discrètes. Elles font moins de bruit. Quand tu arrives sur cette île, tu n'as plus d'attache parisienne. Tu arrives sur ce bateau avec peu d'affaires, j'imagine. Qu'est-ce que ça fait de se désencombrer des choses matérielles, de vivre avec presque rien, dans un certain dénuement, dans une forme de dépouillement? C'est une chance. Mais encore une fois, c'était pas prévu, le coup de... Et je laisse mes affaires dans ce garage en partant de Paris. Oui, parce qu'on le rappelle, mais tu viens normalement passer quelques jours qui vont se transformer en quelques semaines, puis quelques mois, et puis voilà, 4 ans plus tard. On y reviendra, mais voilà, cette idée de se désencombrer, peut-être des choses matérielles, et peut-être du coup aussi de certaines relations. La vie de bateau, ça, de toute façon, ça demande de pas s'encombrer, hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de place, et on ne peut pas en mettre partout. Donc, faut faire des choix. Et puis, à force de passer du temps sur le bateau, sur l'île, au milieu de la nature, on se demande de quoi qu'est-ce qui est nécessaire, en fait, tous les jours. Et très vite, les livres et les vêtements, c'est tout ce dont on a besoin. Et donc on revient à l'essentiel, en fait. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance, ça m'a offert la possibilité de revenir à l'essentiel. Est-ce que ça contribue aussi à une certaine clarté de l'esprit, le fait d'avoir moins de choses autour de soi? Complètement, ouais, affirmatif. Et est-ce que pour toi, c'est aller de pair avec un certain dépouillement relationnel? Est-ce que tu as fait le tri dans tes relations ou pas? Je ne sais pas si c'est un tri. En tout cas, ça change la forme de certaines relations, ça en efface certaines, et puis ça laisse de la place pour des nouvelles. On revient à l'essentiel. Donc même dans les relations, du coup, soit c'est des échanges essentiels, ou soit ça n'existe plus tellement, je dirais. Oui, donc ça transforme aussi
la façon dont tu peux entrer en connexion avec les autres de façon plus authentique et plus vraie? Ou je vais peut-être un peu trop loin? J'ai toujours été comme ça et le fait d'être ici me permet d'être entièrement comme ça. M'offre cette liberté-là. Tu as parlé de ton lien à la nature, aux plantes auxquelles ta grand-mère t'a initiée petite. Est-ce que l'île s'inscrit dans cette continuité d'apprentissage? Est-ce que tu apprends à connaître et reconnaître les plantes de l'île? Et si oui, comment? Est-ce que tu as des personnes qui t'initient ici ou est-ce que tu regardes les livres? Grâce à des gens fabuleux, oui. qui plantent des arbres depuis des années sur cette belle île, notamment certaines personnes ici qui en effet travaillent la terre depuis toujours et connaissent toutes les fleurs et tous les arbres de l'île. Donc passer du temps auprès d'eux et à se balader avec eux, c'est des leçons et en plus d'être des moments merveilleux. Et puis les livres, bien sûr. Et puis les livres. Les livres, bien sûr. Ouais. Et, mais l'observation, de toute façon, c'est sûr. L'observation, la contemplation, les étoiles, la lune. Ouais, c'est ma prochaine question. Avant ça, je voulais juste te demander si l'île convoque pour toi des souvenirs avec ta grand-mère. Beaucoup. Beaucoup. Là, ce qui me vient, c'est que c'est le jour de sa mort, en fait, où j'étais ici. Mais je pensais tellement fort à elle, tout le temps, mais à ce moment-là. Et il se trouve que j'étais ce jour-là sur un bateau classique qui avait été fabriqué en Écosse. Alors j'étais très émue d'être sur ce bateau et je pensais très fort à ma granny et je me disais quand je vais lui dire et tout, ça va être géant. Et du coup j'ai appris sa mort alors que j'étais sur ce bateau-là et pour moi j'étais avec elle, quoi. Elle était avec toi. Ouais. Tu viens d'en parler, la lune, que tu observes beaucoup depuis que tu es sur l'île, notamment les constellations. Qu'est-ce que la lune t'inspire? Pourquoi elle est si importante pour toi? Déjà parce qu'elle nous éclaire quand elle est pleine sur les chemins de l'île. Et que quand je dors sur le bateau, en fait, je me couche, au-dessus de moi, il y a un hublot et donc je m'endors littéralement sous les étoiles et sous la lune. Tous les soirs, et la lune. C'est les cycles, je crois, qui résonnent le plus fortement. Les cycles de la lune qui sont comme, on est des femmes et nous aussi, on a nos cycles et plus on les observe, plus on les connaît et mieux on arrive à vivre avec, je trouve, nos cycles féminins. Qui vont parfois de pair avec les cycles lunaires et la vie est plus douce en tenant compte. Disons que les fluctuations sont moins houleuses, exactement. Et donc ici, peut-être plus qu'ailleurs, tu t'es relié à ça, c'est ça? Ici parce que de facto je suis oui, parce que je suis sur une île, sur un bateau, alors mais je veux dire, avant ça, c'était moins présent dans ta vie? Si, toujours. Oui, depuis petite, il y a cette histoire d'étoiles et de lune dans le ciel qui soit nous relie aux gens qui sont partis et qui sont désormais des étoiles, ou des histoires de poésie aussi autour de la lune et des étoiles. Le Petit Prince, t'as évoqué le Petit Prince. Notamment. Ouais.
Tu arrives en cette veille d'été 2020 qui fut pour l'île, on l'a dit, un été d'hyperfréquentation jamais atteint jusqu'alors. Un contraste énorme pour les habitants qui ont vécu probablement le plus beau printemps possible sur l'île désertée. Est-ce que tu te souviens de ce contraste et de la façon dont toi, tu l'as vécu ? Alors évidemment, toi, tu arrivais, mais je pense qu'au mois de juin, tu as pu quand même encore vivre ces bribes de cette période bénie sur l'île. Et puis cette affluence ensuite qui a été quand même assez épouvantable. Moi, je l'ai vécu différemment parce que je suis pas d'ici et que non, mais moi, ce qui me paraissait juste fou cet été-là, c'était qu'en fait, nos politiques ont tout fermé un peu du jour au lendemain. On demandait aux gens de rester chez eux, de pas mettre de masque, puis après de mettre des masques, de faire des vaccins, de plus faire des vaccins, etc., etc. Et puis soudainement, non, c'est bon, il n'y a plus rien. Et puis là, c'est l'été, et on boit du rosé, on fait la fête, et je sais pas quoi. Du coup, je trouve que c'était juste une espèce de cohérence aussi dans les décisions politiques, gouvernementales, qui me semblent un peu... Et puis dans les agissements des citoyens. La veille, on se fait plus la bise, et puis d'un coup, on se met... Donc ça n'avait juste aucun sens, et c'était fou. J'ai compris ensuite, après, en apprenant un peu plus aussi sur l'île, ce que ça impliquait, en fait, la surfréquentation. Parce qu'il n'y a pas d'eau, parce que c'est une île, c'est un parc, c'est une réserve naturelle qu'il faut protéger, donc où il y a environ 300 personnes la plupart de l'année, et puis d'un couple, je crois qu'il y a eu des pics à 5-10 000 personnes par jour. 5-10 000 par jour à cette période, et en effet, et environ 1 million de visiteurs à l'année, ce qui est, tout en étant très concentré sur la période estivale, ce qui est absolument énorme. Ça fait beaucoup d'un coup, en fait, ouais. Pour ce petit caillou. Pour ce petit caillou. Dans ce contexte assez étrange et pas forcément habituel, alors tu l'as dit, toi t'arrivais, donc peut-être que tu n'avais pas suffisamment de recul pour vivre ce contraste pleinement, mais comment s'est passée ton intégration ? Alors tu l'as dit tout à l'heure, que tu es une personne du Sud, que tu sociabilises rapidement. Est-ce que ça a été facile pour toi ? On était en veille d'été. L'été c'est particulier, et l'été dans le Sud... tout peut paraître assez merveilleux, et c'est merveilleux parce que la douceur de vivre qui existe ici, et que qui est assez unique et vraiment merveilleuse par endroits. Donc la fête aussi. On peut pas cacher, la fête aussi, qui favorise une certaine forme de contact assez direct. C'est ça. Tu as vécu un été festif, tu dirais ça, Rachel, ou pas, quand t'es arrivée ? Voilà. Maintenant qu'on a dit que c'était déjà la folie cet été-là. Ouais. Non, mais je veux dire, t'aurais pu rester cloîtrée dans ton bateau. Ça a été le cas ou pas du tout ? Oui, plein de fois. Je me cloître assez régulièrement dans le bateau, mais non, mais bien sûr, j'ai rencontré plein de gens grâce à la fête, et grâce à l'envie de trinquer à la vie, bien sûr, et ça m'a permis de rencontrer des plein de gens, et puis de passer, c'est toujours ça aussi dans les villages, d'aller au café du port, au café du coin. C'est un lieu qui raconte tellement de qui vit ici, comment on vit, qu'est-ce qu'on raconte. C'est tout ça, et je connais ça très bien depuis longtemps, les cafés, donc... Donc c'est quoi, côté port, l'escale ? T'étais plutôt quoi à ce moment-là ? C'est vrai qu'il y a deux teams. Oui, il y a deux teams. Les fauteuils rouges. Les fauteuils rouges, ok. Pour ceux qui savent. Est-ce que tu as noué des amitiés rapidement ? En tout cas, j'ai eu plein de coups de cœur rapidement. Et ensuite, je crois que ça se mérite de quelque part de pouvoir passer du temps ici et d'échanger avec les gens, avec les Iliens et les Porquerolais.
Et pour ça, il faut déjà passer plusieurs saisons, passer l'hiver. Passer l'hiver. ce fameux test de passer l'hiver sur l'île. Et en effet, c'était cette phrase que toi, un jour, tu avais dit que les anciens répètent, qu'il faut avoir un trésor au fond de soi pour passer les hivers à Porquerolles. C'est vrai. Tu l'as fait. On va y venir justement à ce passage de l'hiver. Tu m'as dit aussi d'être fixé des règles en arrivant, pas d'amoureux sur l'île et éviter de travailler pour le compte de quelqu'un. Pourquoi ? Eh ben, la liberté, toujours. Ouais. Est-ce que c'est l'intuition que ça pourrait abîmer quelque chose ou pas ? Ben, c'est aussi une certaine forme de respect avec les gens d'ici. Je veux pas... je suis très heureuse de pouvoir passer du temps ici et très reconnaissante. Et ça me plaît aussi. Je passe beaucoup de temps à écrire aussi, donc c'est pas aussi pour ça que je suis là. Ça me permet ça, donc voilà, je suis occupée et le fait de rester libre et de travailler par ailleurs, je sais pas, je me suis dit que voilà, ça me permettrait de garder ma liberté, une forme d'indépendance. Voilà. Est-ce que tu t'es tenue à ces règles ? Ma foi. Vraiment. Comme tout le monde, je fais au mieux. Alors finalement, ces quelques jours du début se prolongent et vont se transformer en semaines, puis en mois et enfin en années. Ça ne posait pas de problème à la personne qui t'a proposé de vivre sur ce bateau, de prolonger ton séjour ? Ben non, faut croire. Alors j'essaye de bien m'occuper du bateau en échange et un bon échange. Un bon échange, exactement. Donc l'été passe avec son effervescence et son esprit de fête et ensuite tu décides de rester sur l'île. Tu vas passer l'automne et l'hiver, le fameux test de l'hiver sur l'île. Comment tu vis cette période hivernale ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as des projets en parallèle ? Est-ce que tu quittes l'île de temps en temps ou pas ? L'hiver, ça m'a fortement fait penser à l'Écosse. Et encore, c'est quand même beaucoup plus doux ici. Mais en effet, c'est un vrai... Enfin, c'est chouette de pouvoir observer un endroit à plusieurs saisons. Et maintenant, maintenant, ayant passé plusieurs hivers, plusieurs automnes, je peux dire que je préfère ces saisons-là, en effet, maintenant, moi aussi. Peut-être pour te poser une question très pratique, comment à ce moment-là, donc tu arrives, on l'a dit, au mois de juin, tu passes l'été, tu vas passer l'automne, l'hiver donc de la même année, comment tu arrives à vivre financièrement à cette période ? Est-ce que tu as des missions en parallèle ? Tout ça, c'est tous ces mois et toutes ces années, hein. Mais je vis beaucoup plus simplement, je dépense beaucoup moins. Enfin, de toute façon, quand je suis ici, je me contente de m'acheter de quoi me nourrir, mais donc en effet je vis plus simplement et à cette époque-là je travaillais sur un livre en fait, enfin voilà, et donc du coup j'ai pu travailler en direct du bateau. C'était un cadre favorable pour ta mission du moment. C'est un cadre favorable, oui. Puis après, il y a eu un reconfinement, quelque chose. Oui, donc, oui, en plus. Du coup, c'était un cadre très favorable. Ouais. Tu as pris conscience très jeune de la nécessité de travailler pour gagner ta vie. Tu l'as redit, bien sûr, au début de l'entretien. Tu m'as dit aussi, l'humain est capable de tout. On peut survivre à plein de choses. C'est pas l'argent qui allait guider ma vie. Aider les autres, c'est ce qui me semble juste. Ayant été au contact très jeune des sans-abri, l'argent n'a jamais été une source d'angoisse pour toi ? Eh bien si, pourtant ça m'angoisse régulièrement, mais
Enfin, c'est un peu paradoxal, mais c'est vrai que j'ai décidé que ce serait pas ça qui guiderait comment j'allais remplir mes journées. Et puis je mets personne en danger puisque il s'agit de moi, de mes choix et Est-ce faut avoir des bons amis. Et j'ai des précieux amis, frères et sœurs chez qui je peux aller par exemple maintenant quand je vais à Paris ou des choses comme ça. Cette configuration de par exemple de travailler et de payer son loyer en l'occurrence à Paris. Après on fait plus que ça, on fait plus que travailler pour payer son loyer et après il y a rien d'autre et tout ça je l'ai fait assez jeune. En fait c'est ça, c'est que j'ai appris très tôt alors la valeur de l'argent, la valeur des choses très 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 clairement et puis la valeur du travail, etc. Mais j'ai fait un espèce de rejet où moi je voulais pas que ma vie elle soit je voulais pas penser à l'argent tout le temps quoi. Que ce soit pour en gagner ou en termes de soucis, je voulais pas, il y a trop d'autres choses à s'occuper, etc. Donc alors c'est vrai qu'on m'a dit mais tu crois que tu vas faire ce que tu veux, etc. En tout cas, je me souviens avoir répondu, c'est ce que je vais essayer de faire au maximum. Et du coup, je me suis toujours appliquée à ça, quoi. Et depuis que j'ai 17 ans, je vis seule et je me débrouille. Si j'ai un loyer, je le paye et je m'achète à manger, etc. Mais est-ce que justement cette mise au contact, de la fragilité et du dénouement, ça a pu t'apporter peut-être une certaine forme de détachement par rapport à l'argent et une forme de confiance un peu inébranlable sur ta capacité à rebondir? Ou est-ce que je vais trop loin et que non, malgré tout, tu peux avoir à un moment donné un peu d'angoisse par rapport à ça ou... Non, mais j'en ai complètement parce que notre société nous le rappelle, quoi. Et puis parce que j'aimerais davantage faire de choses et pouvoir offrir plus de choses aux gens que j'aime. Donc voilà, de manière très pragmatique. Non, mais j'y pense très souvent et je vis depuis toujours quand même de manière un peu libre. En 2022 éclate le conflit russo-ukrainien. Tu rejoins Bibliothèques sans frontières, une ONG qui renforce le pouvoir d'agir des populations vulnérables en leur facilitant l'accès à la culture et à l'éducation. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Combien de temps il a duré et ce à quoi il a abouti? Je me suis d'abord engagée le jour de l'invasion à grande échelle, comme on dit, c'est 24 février 2022. J'étais à Paris et je suis descendue comme des centaines d'autres personnes sur la place de la République pour montrer notre stupeur, notre crainte avec ce qui semblait être le début d'une nouvelle guerre et une grande guerre. Et donc moi je me suis engagée en fait avec des amis. On a fait on a récolté des dons et puis ensuite je suis partie à la frontière ukrainienne en Pologne quelques jours après le 24 février en camion, donc au début en tant que volontaire quoi. Seule. Seule, avec non, des amis, mais voilà. Je veux dire, en tout cas, t'es pas partie avec Bibliothèques sans frontières, c'est ça? Non, pas avec une organisation. J'étais pas en mission. J'étais comme des centaines de milliers d'autres. D'ailleurs, au début, c'était fou toute l'aide qui est arrivée et qu'il y a eu pour l'Ukraine. On était des centaines sur la route. Oui, mais ce que je veux dire, c'est sur place. Tu sembles minimiser ton action, mais ça reste quand même à chaque fois des actes spontanés, volontaires de ta part. Et même si tu y vas avec des amis, j'entends par là qu'il y a une sorte d'élan du cœur très clairement. Inébranlable. Ça peut pas être autrement. Ouais. Oui. Ouais, complètement. Il fallait que... je voulais y aller. Encore une fois, mais et après c'est sur place que j'ai rencontré
2 gars chouettes qui ensuite m'ont fait confiance et qui ont fait que du coup j'ai travaillé avec Bibliothèques sans frontières et moi j'étais très contente parce que ça me permettait de rester sur place et de pouvoir avoir les ressources et pour moi et pour un potentiel programme de faire des choses dans le pays et surtout c'était fou à plein d'endroits et super intéressant aussi parce que là, il s'est dessiné quelque chose de particulier aux portes de l'Europe. La Pologne, c'est en Europe, mais c'était quand même un pays où qui venait d'avoir des sanctions justement pour certains de ses agissements anti-européens. Et là, l'histoire a été complètement chamboulée. Oui, là, en fait, voilà, j'ai pu observer aussi ce tournant que raconte cette guerre, cette histoire en Pologne, où en plus c'était un pays où il y avait 0 organisation internationale avant. Il y a plein d'associations et de défenseurs des droits des Polonais, mais 0 organisation internationale. Le Bureau des Nations Unies, je crois, comptait 5 personnes au début, et là, d'un coup, c'est devenu un grand cluster d'aide humanitaire donc ça a changé aussi ça a changé aussi dans la manière d'aller aider, quoi. On s'est un peu précipité en termes humanitaires encore, hein, et sur d'autres terrains, et je crois que ça a marqué un tournant dans l'humanitaire parce que l'Ukraine est un pays qui a beaucoup à nous apprendre. Qui est très fonctionnel, et on arrivait un petit peu en conquérant, comme on a l'habitude. Et finalement, on va vous donner des livres. Alors en fait, c'est pas aussi simple que ça. Donc ça demande de. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on connaissait pas grand-chose de la culture à l'Est dans la globalité, et que ça a demandé des ajustements. Ça a demandé déjà de se mettre vraiment à l'écoute des besoins des gens, de s'intéresser à l'histoire là, de la région, comment elle était avant, qu'est-ce qui est en train de se jouer, enfin, toutes ces questions, je crois que ça a soulevé. Dans un article de Ouest France de mars 2023 sur le retour à l'école de jeunes Ukrainiens dans la ville de Boutcha, 1 an après le repli des troupes russes, grâce au soutien notamment de l'ONG Bibliothèques sans frontières, tu dis que le livre, c'est la meilleure protection contre l'horreur de la guerre. Un livre, ça protège leur cerveau. Le livre est protecteur, le livre est sauveur. Est-ce que les livres ont pu te sauver aussi, Rachel, à certains moments de ta vie ? Bah oui. Mais plus récemment, enfin, c'est pas petite que je lisais beaucoup ou quoi que ce soit, hein. Je crois que ça me paraît, c'était un objet, et ça l'est toujours, mais maintenant j'ose le prendre en main et le raturer, mais en tout cas c'était un objet sacré qui me paraissait un peu intouchable. Un peu intouchable, ouais, quand même. Et la peur de pas comprendre, la peur de je ne sais quoi. Mais alors maintenant, donc du coup, c'est tout le contraire. Oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans ce bateau, mais là on est entouré de livres. Parce qu'au pire, on apprend quelque chose. Au mieux, on est embarqué dans une histoire. Moi, j'adore écrire. Et il faut lire pour s'améliorer, pour apprendre. En fait, c'est juste que c'est évident pour moi que la lecture est nécessaire, et encore plus en ces temps. Tu as pu être témoin justement de ce pouvoir des livres sur ces populations fragilisées. Ouais, mais partout, hein. Partout. Mais voilà, le temps passé à découvrir un livre avec un enfant là qui sort juste de son pays, qui a fui une certaine horreur, c'est sacrément précieux. Ça donne lieu à tellement de choses, en fait. Les livres, on peut se servir des personnages, de l'histoire pour raconter sa propre histoire ou faire des échos. Donc c'est un lien et un matériel d'accompagnement psychosocial précieux.
Avec ce projet Bibliothèque sans frontières, voilà le peu que je connais de toi Rachel, mais on sent qu'on est un peu à la croisée de ce qui t'anime profondément, l'aide aux populations fragiles et vulnérables et la culture. Alors il est bien sûr exclu d'établir la moindre hiérarchie dans tout ce que tu as pu voir et traverser au cours de tes missions humanitaires et projets documentaires. Mais de toutes tes missions, quelles sont les expériences qui t'ont le plus marqué ? Est-ce que tu as un ou des souvenirs en particulier qui sont ancrés très fort pour toi ? Non, c'est à chaque fois le même étonnement de comment les gens peuvent survivre à des situations qui paraissent insurmontables et dans les endroits de chaos, tout le beau et l'essentiel qui peut ressortir. Voilà, des rues de la France à ailleurs, moi c'est toujours ça qui me saisit. Tu as mené un projet en lien avec certains enfants de Lille, en lien avec l'Ukraine. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors on a fait un atelier Ukraine. C'était un atelier découverte de l'Ukraine. Il s'agissait avec les enfants donc, qui sont scolarisés sur l'île, de leur faire découvrir un pays. Voilà. Donc c'était lors d'un de mes retours d'Ukraine. Je leur avais fait une présentation voilà, du pays. Il s'agissait aussi en fait déjà de sortir les cartes, les cartes du monde, de voir où est-ce qu'on était. Sur cette île au sud de la France, et puis où est-ce que c'est l'Ukraine et qu'est-ce qu'on y mange, qu'est-ce qu'on y voit. Donc ça, voilà, de parler aussi de la culture culinaire, artistique, littéraire, les couleurs du drapeau, pourquoi ce bleu, pourquoi ce jaune, etc. Mais après, très vite, en fait, les enfants ont commencé à poser des questions sur la guerre parce qu'ils en entendent parler, soit à la télévision, à la maison, partout, en fait, dans la bouche des grands. Donc, quel type aussi, de questions ? Les questions, c'était mais si c'est la guerre, il y a des enfants qui meurent. Et du coup, il y a des mamans qui sont tristes, ou il y a des papas qui meurent s'il y a des soldats. Et donc... l'idée, c'était surtout de permettre ce temps d'échange, de découverte, d'essayer de répondre aux questions le plus simplement possible et avec ce que moi je connais, j'ai vu. Et puis naturellement, ils ont eu simplement envie d'envoyer des pensées de paix vers les enfants. Voilà, ils sont très, très curieux de savoir comment ils grandissent, les enfants là-bas. Et donc du coup, ils leur ont fait des dessins et des cartes et des jolis courriers. Et là, je les ai apportés à Kiev. Ces dessins sont à la Bibliothèque nationale des enfants, la Bibliothèque nationale d'Ukraine des enfants, qui est donc à Kiev. Et c'est chouette. Voilà, leurs pensées sont bien arrivées. Tu te formes actuellement à l'animation d'ateliers de philosophie avec les enfants et les adolescents à l'école et dans la cité, avec la chaire de l'UNESCO. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et ce que tu souhaiterais développer avec cette nouvelle compétence ? Je crois qu'en fait, je me suis intéressée à ça il y a très très longtemps déjà, mais plus régulièrement maintenant. Et en effet, je me forme aux ateliers philo avec les enfants parce que je crois que c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais petite. Parce qu'il s'agit de... Alors Edwige Chirutet, qui est présidente de cette chaire, qui est quand même la première et unique chaire au monde spécifiquement consacrée à la pratique de la philosophie avec les enfants et les ados, qui est comme base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Il s'agit donc non pas d'enseigner la philosophie, mais d'apprendre à philosopher. Et à travers ça, apprendre à prendre la parole, apprendre à être attentif aux mots, apprendre à se poser des questions, apprendre qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses, mais qu'en tout cas, il y a des pensées et qu'à partir de celles-ci, on peut échanger nos pensées, construire ensemble un dialogue, ou des questions,
même des contradictions à apprendre à débattre éventuellement. Mais, et puis c'est des questions de toute façon qui naturellement reviennent tout le temps et reviennent, on dit que tous les enfants naissent philosophes. Voilà, c'est ça, ces questions-là. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que c'est l'amitié? Et prenons le temps d'y répondre. Et à travers, en s'appuyant sur des outils, sur des histoires. Mais ça permet je pense que c'est une bonne base un bon laboratoire démocratique. Comment tu as envie de t'emparer de cette compétence pour tes prochaines actions, peut-être pour de prochaines missions? Je serais très heureuse de faire des ateliers un petit peu partout en France ou dans d'autres pays, mais en tout cas d'ores et déjà je développe un projet multimédia autour de questions philosophiques où j'enregistre des réponses d'enfants et de jeunes à travers des grandes questions, voilà, en demandant pour toi c'est quoi la vie, c'est pour toi c'est quoi la guerre, et à travers leurs réponses déjà ils racontent leur histoire, leur vision du monde, et je récolte toutes ces pensées, et j'aimerais faire ça partout. Pour en faire un contenu qui serait quoi, sur une plateforme, sur un livre, tu sais pas encore forcément. On verra. T'es dans la phase de récolte, c'est ça. On sent que tu as une vraie envie de transmettre, Rachel, d'éveiller les jeunes esprits, d'échanger avec eux. J'aimerais te poser une question un peu personnelle à laquelle tu n'es pas obligée de répondre. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se projettent, pas forcément dans la parentalité, que ce soit pour des raisons personnelles, politiques, sociétales, existentielles. Quel rapport tu entretiens avec l'idée de maternité pour toi? J'ai l'impression de l'être déjà avec certains de mes proches et tous mes filleuls de cœur. Après, c'est une vaste question, et en tant que femme, cette question de maternité, on a forcément toute une histoire à raconter. De par notre condition, il y a la question qui se pose. Mais là, encore une fois, c'est un peu comme les ateliers philo. J'ai pas trouvé de... Si, je crois que il faut pas se poser trop de questions pour trouver la bonne réponse à ça. Aujourd'hui, l'île, elle fait partie de ta vie autant que tes projets humanitaires et documentaires. Qu'est-ce qu'elle vient apporter en plus dans ta vie depuis 4-5 ans maintenant? Non, mais tellement, et c'est pour ça que je veux plutôt savoir comment je peux aider, remercier et participer à tout ce que je reçois chaque jour en me réveillant sous le ciel porquerolais, c'est tellement une chance de pouvoir se promener ici, de pouvoir échanger avec les gens qui connaissent l'île, et ça m'offre des moments de tellement précieux, de calme. Tu m'as parlé d'un équilibre merveilleux entre le très sombre et le très beau. C'est ça. Une forme de paix, de douceur peut-être qui peut manquer quand tu es dans tes missions, même si j'imagine que tu arrives à la trouver aussi dans les liens humains. Ouais. Mais ici, c'est quand même tellement donné. Ici, c'est autre chose, c'est à part. On est quand même... Pourtant, on n'est pas très loin du continent, mais voilà, c'est ailleurs, on est sur une île. Et j'observe beaucoup, du coup, depuis tout ce temps, comment une île... comment les gens vivent sur une île, comment ça s'organise, quels sont les moments de solidarité, quels sont les moments qui rythment l'île. Tout ça, c'est comme si... c'est une sorte de... Ça pourrait être... moi, ça m'inspire beaucoup. Ça nourrit certains de mes écrits. Et puis, ça m'aide en tout cas, ça m'aide à... c'est ma vie du moment. Je ne sais pas combien de temps ça durera et combien de temps je pourrais continuer à revenir ici, mais en tout cas... ça t'apporte un équilibre? Ça m'apporte un très bel équilibre, et
Et j'aimerais pouvoir le rendre surtout. Oui, on sent. Passer de la violence de la guerre à ce cocon insulaire coupé du monde et parfois un peu des réalités, on va pas se mentir. Est-ce que c'est toujours supportable? Est-ce que ça génère pas parfois des émotions contrastées, de la colère, un sentiment d'injustice? Non. Enfin, je serais bien prétentieuse de penser ça. Je vois très bien, mais non, parce que... Les petits tracas insulaires, ça te... Non, mais parce que ce que j'ai vraiment observé aussi là, sur ce petit bout de paradis, c'est que c'est pas forcément parce qu'on est entouré de sublime qu'on est heureux, en fait. Et il y a des gens qui vont pas bien ici. Donc c'est pas non plus un gage de bonheur. En fait, la vie, elle est pas aussi simple que ça. En tout cas, le fait de moi partir, revenir et de voir d'autres couleurs, ça me permet de chérir tout ici. Voilà. Est-ce que cette oscillation justement entre l'île et tes missions lointaines dans des contrées difficiles, est-ce que ça libère quelque chose de ta féminité, de ta créativité? En choisissant d'essayer de passer du temps ici, en restant ici, ça m'offre ce temps précieux de fabriquer des choses. Et puis ça a changé mon rapport à la féminité, enfin au corps surtout, parce que on vit, la plupart du temps il fait très chaud là, on est couverte, et donc on vit avec moins de vêtements, on a un autre rapport au corps, on est quand même dans le sud, les gens sont souvent en maillot de bain, etc. Donc c'est ça m'a libérée en tout cas, mais ça a aussi allé avec le dépouillement, le dénuement. Il faut de la place sur le bateau, donc mais du coup je m'encombre du coup maintenant aussi beaucoup moins de plein de choses qui faisaient que je pensais qu'on était obligé parce qu'on était une femme. Une plus grande acceptation de ton corps, une plus grande liberté. De toute façon, c'est comme ça. Tu t'habilles différemment quand tu es ici ou pas? Je vis en pyjama. Tu vis en pyjama? Littéralement. Enfin, oui. Mais t'es pas en pyjama, là? Non, je vis la moitié du temps en leggings et en... Ce qui n'était pas forcément le cas quand tu vivais à Paris? Non, pas du tout. Non, j'avais plusieurs souliers, Non, pas... Et même quand je retourne à la ville, très vite, je reprends la parade des villes, c'est vrai? La petite veste, le petit... le maquillage ou... C'est super intéressant. Ici, pas besoin. Non. Ouais. Non, mais de toute façon, il n'y a pas la place et j'ai déjà et ni sur le bateau ni dans ce qu'il y a le plus important dans la journée, quoi. Ouais, mais c'est vraiment le confort. Ce que je trouve intéressant, c'est que par contre, quand tu retournes en ville, ça ressurgit. C'est-à-dire que tu pourrais très bien. C'est une manière de plus cool maintenant. D'accord. C'est-à-dire que tu passes plus autant de temps puis à j'allège t'apprêter. mes valises. Donc ça. Mais oui, il y a quand même un truc qui s'opère. Ne serait-ce que par la tentation, ou je sais pas, des magasins ou d'autres copines ou d'autres. Mais non. Oui, mais si c'était possible de s'y soustraire, ça serait aussi bien. C'est ça. Tu parles d'écriture, tu parles de projets personnels. T'écris quoi? Tu peux nous parler un petit peu de ce que t'écris, de poésie un petit peu? J'écris parfois des articles, mais après des choses personnelles. Je développe mes projets, donc j'écris beaucoup sur les thématiques qu'on a un petit peu abordées. Je tiens un journal de bord, oui. À la fois pour le bateau, mais à la fois personnel. Pour ma vie. Ton goût pour la poésie, est-ce qu'il t'a été transmis par ton papa? Oui, parce que je me souviens de phrases philosophiques ou poétiques qui me disaient petite quand on se croisait, ou qui m'a donné à travers des ouvrages. On parlait du Petit Prince notamment, mais la poésie, c'est un peu comme la musique, en fait. C'est quand on n'a plus les mots, on s'en remet à cette magie-là. Ça me réchauffe souvent quand
Ouais, quand je lis de la poésie ou que j'en écoute, merci à tous les podcasts et les lecteurs. Parmi les règles à ne pas enfreindre, il y avait tomber amoureuse d'une personne de Lille. Alors, je ne vais pas te poser de questions impudiques, mais est-ce que tu as néanmoins vécu des histoires d'amour à Porquerolles ? Et est-ce que la nature, la sensualité de l'île... En fait, Porquerolles, ça semble un petit peu le cadre rêvé pour vivre une histoire d'amour. Si toutefois tu as vécu une ou des histoires d'amour à Porquerolles, comment ça les colore de les vivre ici ? Pardon, je vais être encore à côté, mais non, je vis une histoire d'amour avec l'île. Ben ouais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, est-ce que dans le cadre d'une histoire d'amour qui pourrait être sérieuse à venir, est-ce que l'île pourrait venir s'interposer dans cette histoire d'amour, à savoir que si l'île conserve cette place que tu lui as donnée dans ta vie et que la personne de ton cœur n'y trouve pas son compte, que c'est pas un endroit qu'elle affectionne particulièrement, est-ce que ça pourrait faire barrage à une histoire d'amour pour toi ? Je me pose la question, enfin je me pose pas la question en fait parce que le fait d'être ici, le fait de vivre comme je vis et de rythmer mon quotidien par mon travail de recherche ou mes écrits, etc. Les moments importants, ils sont faits grâce à des femmes, à des amis, et c'est un peu ça qui compte aujourd'hui. Qui compte dans ma vie, c'est ces moments avec ses amis, avec ses femmes, que ce soit dans des moments de lutte, de combat, d'amour, de douceur, de pleurs, de joie, de tout. Et c'est si précieux, si fort, et que je sais pas trop. Enfin, je me demande pas. C'est pas une question aujourd'hui. Ouais, du coup, je pense pas à quoi que ce soit d'autre. Et puis dans tout ce que je raconte et tout ce que je dis pas, il y a quand même de l'amour. Donc, et encore une fois, mon désir viscéral de liberté est très fort, et en choisissant tous les choix que j'ai faits tout au long de ma vie et maintenant, ce sera un retour en arrière de mettre... Bah ouais, j'ai eu la chance de vivre avec des hommes, j'ai eu la chance d'avoir des belles histoires d'amour. C'est super, c'est chouette et tout est chouette. Mais pas dans... Comment dire... Dans tes priorités, peut-être, tout simplement. Enfin, oui, peut-être que tu te places au-dessus. Encore une fois, il y a de l'amour. Hein. Mais en tout cas, les questions se posent plus en ces termes de, avoir... Puis alors, vivre avec quelqu'un, je sais pas, là, sur un bateau, on est bien. Et surtout, je crois qu'on se donne vachement mieux quand on se manque. Donc, ces allers-retours et ces absences, et ça donne quelque chose de très fort aussi, en termes d'amour et d'amitié. Quelle est la saison que tu préfères vivre sur l'île et pourquoi, même si tu l'as déjà un petit peu dit? J'aime bien quand il y a des champignons. Ouais. Ouais, l'automne. L'automne, les automnes sont jolis par ici. C'est vrai. Quel est l'endroit ou quels sont les endroits que tu affectionnes particulièrement sur l'île? Mon bateau, la vie au port, c'est rigolo. On n'en a pas parlé, mais c'est... Après, ouais. C'est différent, la vie au port. Ouais. J'aime bien vers le phare. J'aime bien la calanque de l'Indienne, les jours de lever de pleine lune. Le langoustier. En fait, j'aime bien partout, en fait. Hein. Mais j'ai des petits coins où j'aime bien me réfugier, mais du coup, je vais pas les dire. Est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote marquante que tu as vécue sur l'île? Si j'ai un souvenir en particulier, ce serait la découverte de coins secrets avec Yves Lebert. Ah. Voilà. On y reviendra peut-être à Yves.
Quel conseil tu donnerais à ces touristes d'un jour qui viennent passer ces journées parfois un peu difficiles d'été à faire la queue un peu partout pour accéder à cette île? Quel conseil tu leur donnerais pour arriver à saisir un petit peu de l'authentique Porquerolles ou du moins à approcher à son essence? De se rappeler que c'est un parc national déjà donc d'être attentif et doux avec la nature mais pour saisir Porquerolles en une journée, non. Il faut passer du temps et écouter les gens et apprendre l'histoire. Alors si j'avais un conseil à donner, c'est de lire de lire Yves Lebert et de lire son le répertoire historique de Porquerolles qu'il a fait. C'est bien parce que tu anticipes ma question d'après qui était est-ce que si tu avais un conseil à donner de livres ou de témoignages artistiques ou littéraires, c'est cet ouvrage-là d'Yves, alors qu'on trouve malheureusement pas dans le commerce. Non, mais il est disponible sur le site de Porquerolles Info, oui, il me semble. Je crois aussi. En PDF, je crois que ça tenait à cœur Yves de le mettre à disposition gratuitement. Mais je te regarde et derrière toi, il y a quand même un tableau de Sabine, donc je ne peux pas ne pas la citer là. Elle a été avec nous durant tout l'entretien. Une jolie carte marine de Sabine. Tu veux nous dire peut-être quelques mots de cet ouvrage d'Yves? J'en profiterai bien d'avoir... c'est ça, non, mais je vais lire l'avant-propos qui donne toutes les réponses. Donc c'est Yves Lebert qui écrit. Donc descendant peut-être juste, je me permets juste pour les auditeurs donc Yves Lebert qui est descendant de François-Joseph Fournier, donc un des petits-fils, fils de Lélia Lebert et donc petit-fils de François-Joseph Fournier qui a acheté l'île de Porquerolles en 1912 pour l'offrir à sa femme en cadeau de mariage. Alors Yves écrit: si vous êtes curieux comme moi, ce texte devrait répondre à vos questions. J'avais environ 45 ans lorsque j'appris que cet oiseau de nuit qui fait un « ouh » n'était pas une chouette hulotte, comme le pensaient ma mère et d'autres habitants, mais un petit duc. Cet éclaircissement a été un révélateur et m'a conduit à entreprendre des recherches pour trouver des informations fiables sur des événements, bâtiments et personnages ayant marqué le passé de Porquerolles. Pour cela, je me suis attachée à ne prendre en considération que des parutions scientifiques, des archives, ainsi que les témoignages ou écrits des personnages contemporains de la période évoquée. Même si j'ai pu faire des erreurs, j'ai cherché à connaître le qui, quoi, comment et pourquoi. Désolée, mais j'ai volontairement omis de mentionner certains détails afin que subsiste une part de mystère. Je remercie vivement Carole Péchereau et Aurélie Delafont pour leur relecture et Élodie Charvet pour la mise en ligne. Yves Lebert et son répertoire historique de Porquerolles qui est une mine d'informations historiques sur l'île avec des plans très fouillés. Enfin, on sent que Yves a fait une vraie recherche. Il était passionné d'histoire. Alors ça fait partie des personnes que je regrette de ne pas avoir interviewé dans Fragile, mais voilà, c'était une mémoire de l'île qui nous a quittés récemment et je te remercie beaucoup Rachel de le citer au sein du podcast. J'invite toutes les personnes à aller voir cet ouvrage en effet sur le site de Porquerolles Info et je crois qu'il est disponible aussi à la bibliothèque de Porquerolles en libre accès. Donc merci infiniment. Quels sont pour toi, Rachel, les grands enjeux de Porquerolles pour les années à venir? Voilà, toi qui es là depuis maintenant 4-5 ans, qui du coup a vu un certain nombre de changements sur l'île. Alors, moi je me permettrai pas de juger ou conseiller, etc. Mais le fait que ce soit une île, ça va avec le reste de la planète, en fait. C'est une évidence de nécessité urgente de prendre soin du vivant. Est-ce que tu souhaites inscrire l'île dans ta vie dans les années à venir et si oui, sous quelle forme tu aimerais que ça se fasse? Elle est déjà inscrite dans mon cœur pour la vie. Quels que soient tes projets. Bien sûr.
Après, j'aime bien passer du temps avec les enfants de Lille, donc c'est vrai que si je peux continuer à faire des choses avec eux, notamment, ça me plairait beaucoup. Ma dernière question, quand tu es loin de Porquerolles et que tu penses à Lille, quelle est l'image qui te vient immédiatement à l'esprit ? C'est pas toujours la même image. Parfois, c'est parce que j'aimerais ne pas être là où je suis et je voudrais me réfugier dans le bateau. Et parfois, c'est juste l'image de l'horizon, du bleu. Et parfois, la forêt. Ça dépend en tout cas sa nature. On parlait du petit duc en mentionnant en citant le texte d'Yves. Est-ce qu'il y a un son pour toi caractéristique de Lille ? Je suis au port, alors il y a quand même les gabions. Je pensais que t'allais parler de la navette. De la navette. Oui, maintenant je connais tous les bruits de bateau aussi. Oui, bien sûr, il y a la navette. Non, les gabions quand même. Les gabions. Qui me rappellent les mouettes en Écosse aussi, parce que chez ma grand-mère, dans la cheminée, ça résonnait en fait, le bruit des mouettes. Donc, voilà. Le boucle est bouclé. Et enfin, pour terminer, une odeur caractéristique de Lille. Celle de l'hélicryse, la fleur d'immortel. Ah. C'est ici que j'en ai vu pour la première fois en vrai, et on peut en faire d'ailleurs des femmes de Lille font de l'huile très précieuse à partir de ces fleurs, et ça a une odeur très particulière que j'affectionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est une ancienne de Lille qui me raconte, c'est peut-être elle qui me dit ça, mais la fleur d'immortel, et j'en ai ici. Ah oui. En fait, quand tu la frottes auprès de ton oreille, ouais, ça fait un petit bruit. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'immortelle, parce qu'elle s'arrête jamais de chanter. C'est ce que cette femme m'a dit, mais j'aime beaucoup cette version. Bon, alors comme on avait de l'immortelle sous la main, on vous fait entendre ce bruit du frottement de l'immortelle. Merci infiniment Rachel. Merci à toi, pour ce partage et ta grande humanité et ta grande générosité. Merci infiniment. Non, merci beaucoup. Merci à Rachel pour sa sincérité et son humanité. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.